Bonjour à tous et ravi d'être à Bordeaux pour cette troisième étape de ce Tour de France. Pour cette Web TV, le numérique et vous, nous avons le plaisir de découvrir un certain nombre d'experts sur le sujet. Cette Web TV va se dérouler en 3 parties. La première partie permettra de parler de l'apport des nouvelles technologies dans le cadre de la production et de la maintenance des usines. Dans la deuxième partie, nous présenterons l'outil d'autodiagnostic et l'accompagnement qui est proposé pour permettre aux entreprises d'aller un peu plus vers le numérique. Et puis la troisième partie vous permettra de découvrir 2 retours d'expérience d'entreprises qui ont déjà déployé des projets digitaux. Vous aurez donc l'occasion de découvrir leur éclairage et leur histoire. Écoutez, je pense que nous sommes prêts pour démarrer, alors je lance la première partie, parole d'expert. Et notre expert du jour, c'est Serge Lost. Bonjour Serge. Bonjour David. Ravi de vous accueillir pour cette première partie. On est à Bordeaux et c'est vrai que ce Tour de France nous emmène à parler de différents sujets digitaux. On a choisi pour cette matinale de parler de l'apport de la maintenance dans les procédés, enfin l'apport des nouvelles technologies dans la maintenance et dans les procédés. D'abord, est-ce qu'on peut rappeler rapidement votre parcours, Serge? Vous êtes Managing Director chez Accenture. Tout à fait. Une vingtaine d'années que je travaille dans le secteur de la chimie, à la fois sur des problématiques industrielles et de stratégie pour des groupes et des entreprises de taille intermédiaire. Et donc on a lancé ce partenariat avec France Chimie en début d'année, dont l'objectif est de contribuer à l'accélération de l'adoption du digital dans la filière. Accenture est une entreprise qui s'est beaucoup associée au secteur de la chimie. On est partenaire du CEFIC en Europe, de la CC. Et donc c'est un secteur où on voit aujourd'hui beaucoup de choses se passer. On est ravis de pouvoir participer à cet élan. Eh bien, écoutez, plaisir partagé. Alors effectivement, on va parler de ces apports de la technologie dans le cadre de la maintenance parce qu'il se passe beaucoup de choses autour de la maintenance et des technologies qui peuvent apporter. Est-ce qu'on peut préciser quels sont les enjeux de la branche de la chimie autour de ces problématiques de maintenance, Serge ? Tout à fait. Donc effectivement, si on a conduit un diagnostic dans la phase de démarrage de ce partenariat en interrogeant à la fois des grands groupes, des entreprises de taille intermédiaire et des plus petites entreprises pour identifier quels étaient les enjeux sur lesquels le digital pouvait les accompagner. Et les problématiques industrielles sont ressorties comme étant les enjeux prioritaires, aussi bien sur l'amélioration de la productivité des sites, mais également les sujets de maintenance sont revenus de manière très récurrente. Ce n'est pas une surprise pour nous. L'industrie chimique est une industrie qui est très capex intensif, qui construit des équipements qui coûtent cher à maintenir. Typiquement, on parle entre 2 et 10% en fonction de la nature des activités sur le coût de maintenance par rapport au coût de reconstruction à neuf d'un site industriel. C'est assez variable, ça dépend de la nature des procédés. Mais donc c'est un enjeu qui pèse assez lourd sur le plan économique dans les comptes d'exploitation. D'autre part, le deuxième sujet, c'est comment optimiser le taux d'utilisation des capacités. Encore une fois, lorsqu'on est confronté à des investissements qui sont très lourds, pouvoir gagner quelques points d'amélioration du TRS, de l'OII, est un élément qui est déterminant. Et la maintenance, la mise en place de nouvelles approches de maintenance permet d'atteindre ces objectifs-là. Donc cet enjeu coût et puis disponibilité des équipements. Et puis vous parlez de Wrench time aussi, ce fameux terme, un peu, c'est un anglicisme, mais c'est un enjeu que de l'améliorer. Oui, alors en fait, quand on regarde cette problématique de maintenance, en fait, il y a 2 principales familles d'enjeux. C'est d'abord de passer de logique de maintenance qui était assez réactive, ou éventuellement un petit peu préventive, avec des notions de maintenance plus prédictive, donc de réaliser les opérations de maintenance au bon moment, afin d'optimiser la disponibilité des équipements et puis également de diminuer les coûts associés. Le deuxième élément, c'est d'améliorer le coût de réalisation de ces opérations de maintenance. Et lorsqu'on regarde typiquement dans les équipes de maintenance, quel est le temps passé à réaliser des actions de valeur ajoutée sur les équipements par rapport à des temps d'attente ou de préparation, on est très souvent sur des ratios où on a 25-30% du temps des opérateurs de maintenance qui sont réellement à conduire ces opérations de maintenance. Et donc, le digital permet également d'optimiser ce ratio-là, en fait, donc d'optimiser ce range time. Alors justement, concrètement, comment le digital peut apporter des solutions? Alors, on ne va pas rentrer dans le détail précis, néanmoins, qu'est-ce que ça peut apporter dans la maintenance d'avoir du digital? Alors, quand on parle de digital, en fait, de notre point de vue, ça veut dire effectivement s'appuyer sur des données
qui permettent de prendre des décisions de manière plus informée, plus pertinente et au bon moment. Comme le disait en introduction le président Alix Girard, l'industrie chimique a été une industrie qui s'est automatisée très tôt, qui a investi dans des outils d'automatisation très, très rapidement, qui par contre aujourd'hui est assise sur des masses de données extrêmement importantes et qui ne les exploitent pas toujours de manière complètement optimale. Même des grands groupes qui ont investi depuis de longues années sur des historians, des logiciels qui permettent d'archiver les données de production, commencent à découvrir le potentiel associé à ces éléments-là. Donc quand on regarde ces deux éléments-là, la première chose que l'on peut faire en s'appuyant sur ces données, c'est de pouvoir comprendre finalement l'impact de la non-disponibilité des équipements sur la performance d'un site. Donc ça passe typiquement par le fait de pouvoir, dans le cadre d'un diagnostic qui peut être assez rapide, identifier ce qu'on va appeler les bad actors, les quelques 20% des équipements qui vont générer 80% des problèmes dans un site industriel, de regarder effectivement en fonction de la criticité de ces équipements quelles peuvent être les actions prioritaires. Le deuxième élément qui permet de faire, c'est de basculer, donc, comme je le disais, d'une logique de maintenance réactive à quelque chose qui va être beaucoup plus prédictif. Et donc là, on va s'appuyer sur des données qui sont collectées dans les systèmes de production des sites et qui permettent d'anticiper quand est-ce qu'une panne va pouvoir survenir sur un équipement. Donc là, on va s'appuyer sur des techniques. En fait, on va mesurer de manière régulière. Par exemple, si on prend des équipements rotatifs, typiquement mesurer les niveaux de vibration, éventuellement faire de la thermographie, pour comprendre comment est-ce qu'un équipement est en train de se dégrader et être capable, je dirais, d'anticiper une panne et de ne pas le maintenir lorsqu'une fois qu'il est en panne, ni de le maintenir trop tôt, parce qu'à ce moment-là, on a des coûts de maintenance qui deviennent importants, mais d'intervenir au bon moment. Le deuxième sujet sur lequel le digital peut permettre d'améliorer les choses, c'est là, on va tourner plus autour de ce qu'on va appeler les opérateurs connectés, donc de pouvoir apporter aux équipes de production et de maintenance des sites les bonnes informations au bon moment pour être capable de réaliser leurs opérations de maintenance de manière la plus efficace possible. Donc on va parler souvent d'avoir des tablettes, d'avoir des QR codes qui permettront d'avoir accès rapidement, d'identifier les équipements, d'avoir disponibles les informations nécessaires. Et puis quand on réfléchit un petit peu plus à long terme, quand on parle par exemple de réalité augmentée, de pouvoir, je dirais, connecter cet opérateur à des équipes expertes en support, qui peuvent avoir accès à un flux vidéo en temps réel, qui peuvent guider l'opérateur dans la réalisation d'opérations de maintenance complexes. Alors, ce qu'on voit aussi dans le cadre des interviews qu'on mène, c'est que le digital permet aussi d'améliorer la formation des opérateurs et des acteurs de maintenance. Oui, tout à fait. Ça permet effectivement, alors quand on regarde effectivement des initiatives, le digital permet en fait de mettre en situation les opérateurs sur des conduites d'opération de maintenance. On voit par exemple de la réalité virtuelle. On voit sur des sites industriels complexes le recours à la réalité virtuelle. Avec le casque. Avec le casque, effectivement. Par exemple, alors c'est plus par exemple dans l'oil and gas où on voit effectivement la formation d'opérateurs utilisant ces techniques pour que lorsqu'une situation complexe arrivera, les opérateurs soient capables de réagir, d'intervenir de manière la plus efficace possible. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça implique en termes de projet? Parce que si je suis entrepreneur dans le monde de l'industrie, je me dis comment ça va marcher concrètement, qu'est-ce qu'on parle, de quoi on parle en termes de type de projet, d'investissement, concrètement. Ça veut dire quoi faire du digital? Parce que c'est un mot valise un peu le digital, on peut mettre plein de choses dedans. Oui. Concrètement, si je dois mettre en œuvre de ce type de projet-là, ça marche comment? Alors, je voudrais prendre deux exemples ce matin pour illustrer des problématiques dont je viens de parler. Le premier exemple, par exemple, c'est sur une problématique de maintenance prédictive. Donc, pour un industriel qui fabrique des surfactants, qui a des unités d'alkoxylation. Sur ces sites-là, vous avez un élément qui est assez critique, qui sont les pompes, qui sont un équipement qui est unique sur le site et dont la défaillance entraînerait un arrêt du site. Si vous êtes dans une logique de maintenance réactive, ce n'est pas possible. Vous allez perdre énormément en termes de disponibilité des capacités. Une maintenance prédictive pourrait fonctionner, mais ça coûte extrêmement cher. Donc on s'oriente de plus en plus vers des approches prédictives, donc de faire un monitoring en fait, de la santé de cet équipement critique,
Donc qui peut s'appuyer essentiellement là, sur des analyses de vibrations et qui permet ensuite, en regardant l'historique des données, en travaillant également avec des données des constructeurs, de pouvoir identifier quand est-ce qu'une panne risque de survenir et de pouvoir donc, je dirais, faire la bonne opération de maintenance au bon moment. Donc typiquement, comment un projet comme celui-ci se conduit, ça passe par effectivement de l'archivage des données, puis ensuite de la corrélation de données opérationnelles qui viennent souvent des historiens de données, puis de comparer ça par rapport au log de maintenance. Et donc à partir de là, on est capable de construire des maintenances, des algorithmes de maintenance prédictives qui permettent de guider les stratégies de maintenance. Parce que c'est vrai, on en parle souvent, l'avantage de l'industrie de la chimie, c'est qu'elle bénéficie de nombreux capteurs déjà existants, finalement. Oui. Donc c'est quelque part déjà un pas qui est déjà fait vers la collecte de données qui permet de prévoir et d'anticiper tout ce qui peut se passer. Oui, alors l'industrie chimique, effectivement, est une industrie qui est plutôt riche en données. Puis d'autre part, on voit quand même des ruptures technologiques. Le prix aujourd'hui des capteurs diminue constamment. On commence à avoir des technologies sans fil qui permettent de déployer facilement des nouveaux types de capteurs. Et donc, on a potentiellement accès à des masses de données importantes qui permettent de résoudre des problèmes. Je voudrais quand même insister sur un point, c'est que effectivement générer de la donnée pour générer de la donnée, c'est pas quelque chose qui est très intéressant. Donc, il faut vraiment que ce soit des démarches qui soient guidées par le problème à résoudre. Et donc, l'intuition des ingénieurs de procédés, des opérateurs, reste un élément déterminant. Nous, on préfère généralement parler d'augmentation des capacités plus que de substitution. Donc, l'intelligence artificielle, oui, mais c'est plutôt en fait une logique de pouvoir, je dirais, augmenter les capacités des personnes en leur permettant de faire mieux leur métier. Oui, c'est intéressant parce que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on peut s'attendre à ce que l'ordinateur tout seul va pouvoir identifier des tendances qui vont apparaître à nous et qui vont nous permettre un gain. En fait, vous dites que ce n'est pas exactement ça. Il y a toujours à l'origine une intuition de l'homme et l'intelligence artificielle permet ensuite d'aider à ça. Pour nous, c'est une collaboration. C'est sûr que dans le secteur de la chimie, sur lequel les données existent depuis longtemps, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont déjà été lancées dans des démarches type Lean Six Sigma qui ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, tous les low-hanging fruits ont été récoltés. Donc maintenant, on se pose la question de savoir comment aller plus loin. Et c'est là où le cerveau humain peut commencer à toucher ses limites, de pouvoir... J'ai un cerveau humain, 2 dimensions, c'est corrélé à peu près des variables. Dès que ça commence à avoir plus de variantes, on ne peut juste pas les interpréter. Alors qu'un ordinateur va être extrêmement à l'aise pour faire des corrélations multivariables. Ceci dit, et c'est vraiment le constat que l'on a fait sur tous les projets que l'on conduit dans ce type de projet, si vous laissez des data scientists tout seuls réaliser ce type de projet, ça ne fonctionne juste pas. Et donc c'est vraiment la collaboration entre des équipes qui connaissent bien les procédés, qui connaissent les usines, et puis des data scientists qui permet d'extraire le maximum de valeur de ce type d'initiative. D'accord. Pour bien expliquer ce dont on parle, un data scientist, c'est quelqu'un qui va construire des algorithmes sur la base de données. C'est bien ça ? Oui. Ok. Tout à fait. Et puis à l'origine, il y a peut-être une intuition, il y a peut-être une demande métier, il y a un enjeu à résoudre sur lequel travaille cette personne. Les ingénieurs procédés connaissent souvent les symptômes des problèmes des sites industriels sur lesquels ils travaillent. Là où la collaboration entre ces différents types de compétences permet de gagner en efficacité, c'est d'avoir effectivement, via ces nouvelles techniques d'analyse, un niveau de compréhension qui devient bien meilleur. Ok. Alors quels sont les bénéfices qu'on peut attendre de ce type de techno pour la maintenance, puisqu'on parle de ça ? Alors, sur la maintenance, donc on a effectivement sur les 2 familles d'enjeux, en termes de disponibilité des équipements, passer d'une logique de maintenance réactive à une logique de maintenance prescriptive, ça permet de sensiblement gagner en termes d'OI. On parle si on dit un site industriel qui perdait 5% en maintenance planifiée, 5% en maintenance non planifiée, on peut quasiment diviser par 2 ces 2 aspects, par la maintenance prédictive et puis en améliorant l'efficacité des opérations de maintenance. Le deuxième élément, c'est sur les coûts de maintenance en fait, des éléments critiques, où là, en regardant à la fois sur le côté pièces détachées, mais également l'intervention des opérateurs de maintenance, le recours à des sociétés de prestataires techniques externes,
avoir des enjeux de 20-30% de diminution de coûts de maintenance sur un certain nombre d'équipements, c'est des choses qu'on peut tout à fait envisager. Donc des logiques qui sont quand même en rupture, alors qu'on était quand même sur une industrie qui a été depuis longtemps a conduit des actions d'optimisation d'efficacité de manière assez récurrente. Ouais. Alors on n'en a pas parlé en termes d'enjeux, néanmoins en préparant l'émission, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas des enjeux environnementaux autour de ces optimisations des maintenances pour consommer juste, pour que la consommation d'énergie soit vraiment sur le bon niveau de curseur? Alors effectivement, la problématique énergétique est un élément déterminant pour le secteur de la chimie. C'est un élément qui pèse assez lourd dans les structures de coûts. Le digital est un des éléments qui permet de trouver des actions d'optimisation de la consommation énergétique. Une partie de ça est liée, effectivement, peut être liée à des actions d'optimisation de la maintenance. Un exemple concret, par exemple, d'un projet sur lequel je suis intervenu, sur des colonnes de distillation en fait, qui utilisent beaucoup d'énergie de la vapeur. Ben voilà, on peut, avec des techniques de type analytique, identifier quels peuvent être en fait, les meilleurs cycles de maintenance pour optimiser entre le coût de maintenance et puis la consommation énergétique qui commence à augmenter progressivement. À partir du moment où vous avez des phénomènes d'incrustation dans ces colonnes de distillation, voilà, bah le digital permet de prendre des décisions de manière plus performante, avec un impact sur les coûts, mais également sur l'impact environnemental. Ouais, et l'Agence internationale de l'énergie précise qu'on peut estimer qu'un process industriel qui serait modernisé et optimisé permet de réduire de 5 à 15% les consommations d'énergie si on implémente des technologies de maintenance prédictives et qu'on connecte un peu plus l'usine. Donc on peut s'attendre à effectivement des gains en termes de coûts, mais aussi des gains en termes d'empreinte carbone, comme vous le dites. Ok. Vous conduisez une démarche, on l'a dit tout à l'heure, autour de use case dans toute la France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche ? Alors dans le cadre de ce partenariat avec France Chimie, ce que Accenture va apporter à l'ensemble des adhérents, en fait, c'est l'accès à un certain nombre de use cases. Donc pour illustrer des cas concrets d'application du digital dans le secteur de la chimie, on parle beaucoup de digital, il y a beaucoup d'initiatives. Par contre, ce qui a semblé effectivement intéressant, c'est d'être un peu plus spécifique et puis de montrer très concrètement comment, dans des procédés chimiques, le digital peut être déployé. Et au travers de la diversité des métiers de la chimie, on parle de processus continu, de processus batch, on va donner des exemples concrets de la manière dont le digital peut améliorer la performance des industriels du secteur. Alors donnons-en justement des exemples concrets. Des exemples concrets, donc on va avoir une vingtaine de use cases qui vont être faits. Donc on a fait un recensement donc dans la phase de diagnostic des principaux thèmes. Beaucoup vont être sur les sujets liés à la production et à la supply chain, puisque l'essentiel des enjeux sont sur ces problématiques-là. Donc on va avoir des use cases effectivement liés à la maintenance, à la mise en place de démarches de maintenance prédictive. On va avoir des use cases qui vont être liés à l'amélioration des rendements en fait, de production grâce à l'usage de l'analytics. Mais on va également aller sur des sujets beaucoup plus, je dirais peut-être un peu plus basiques, mais sur des fondamentaux qui peuvent permettre notamment à des plus petites entreprises qui parfois ont besoin de construire les premiers fondamentaux pour se lancer dans ces démarches de digital. Donc, par exemple, très concrètement, une usine de chimie, comment faire de la connectivité wireless au sein d'un site. Voilà, on va donner ce type d'illustration pour que même les éléments plus fondamentaux puissent être déployés. Est-ce qu'on pourrait faire, Serge, un focus sur un de ces use cases pour comprendre un peu l'histoire d'un des cas que vous avez pu explorer ? Oui, alors on va prendre, si je prends par exemple sur l'optimisation des rendements, donc on va pouvoir montrer comment, à partir d'une démarche en fait basée sur des approches conjointes entre des ingénieurs de procédés et puis des data scientists, on peut arriver à sensiblement augmenter la capacité d'un site. Donc ce qu'on montrera effectivement, c'est le type de démarche qui a pu être mise en place, le type de compétences qui sont mobilisées, le type d'outils qui sont mobilisés, puis les gains à obtenir dans le cadre de ce type de démarche. D'accord. Donc ça, ce sera quelque chose qui fera tout à fait écho aux outils d'autodiagnostic. Donc en fonction du niveau de maturité de chacun des sites industriels, effectivement, le type d'outils et de use case pertinents pour être différent. Parce qu'un message que je veux faire passer, c'est que la chimie est un secteur où il y a beaucoup de choses en commun, mais également quand même des spécificités assez fortes
sur chacun des marchés sur lesquels intervient la chimie. Donc il y a aussi cet enjeu pour chacun des adhérents de France Chimie de construire sa stratégie de digitalisation et de vraiment focaliser les efforts sur les éléments qui sont déterminants pour une entreprise particulière. Et vous, de votre vision marché que vous pouvez avoir, est-ce que vous diriez que ces technologies de maintenance prédictive, parce qu'on parle de ça, c'est quelque chose qui est encore embryonnaire dans les entreprises ou est-ce que ça commence à être déployé Parlons par exemple de PME, pour les entreprises de type PME. Alors, je pense que c'est des choses qui sont effectivement encore sur des niveaux de maturité relativement limités, même dans des plus grands groupes. On se rend compte que ces démarches sont encore, je dirais, en phase d'accélération. Il y a aujourd'hui quand même une certaine rupture sur le marché, c'est que le coût des capteurs diminue assez sensiblement, le coût de stockage des données, le coût de traitement des données diminue fortement, et donc on voit une accélération assez sensible de ce type d'initiative, et sur des niveaux d'investissement qui deviennent abordables même pour des entreprises de taille plus petite que des grands groupes. D'accord. Et alors, est-ce que vous donneriez quelques, on va dire, conseils Accenture est un cabinet de conseil, donc allons-y, des petits conseils pour se lancer dans un projet de ce type. Quelles sont les étapes à bien respecter? Ouais. Alors, la première chose, c'est déjà de ne pas partir d'un principe qu'il faut faire du digital pour faire du digital. Enfin, le digital vient répondre à une problématique. Et donc, la première question, c'est effectivement d'identifier le problème que l'on souhaite résoudre. Le deuxième élément, c'est de ne pas considérer que le digital n'est qu'un sujet de technologie. Je dirais que les technologies aujourd'hui sont disponibles. Le sujet du digital, c'est un sujet d'état d'esprit, de compétences, et donc le facteur humain est absolument déterminant. Ce dont on se rend compte, c'est que convaincre les équipes de s'embarquer dans ce type de démarche, c'est quelque chose qui est potentiellement qui demande un effort. Tout le monde n'est pas forcément très confortable par rapport à ce type de nouvelles démarches. Si je prends des cas un petit peu extrêmes, quand on commence à parler d'advanced analytics, on peut aller par exemple vers ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Un réseau de neurones, c'est une boîte noire. Et vous êtes un ingénieur français très cartésien, on vous a appris les principes de physique fondamentale, vous dites non, c'est une boîte noire, un réseau de neurones qui va m'aider à optimiser les paramètres de mon usine. Ça ne rend pas forcément très confortable, même si ça marche. Ouais. Donc il y a ce travail, je dirais, de pédagogie, d'expliquer et puis de fournir également le bagage minimum nécessaire aux équipes pour pouvoir s'approprier ce type de démarche. On n'est pas dans une logique de se dire tout le monde va devoir devenir un data scientist. Par contre, pouvoir construire des compétences minimales pour que vos ingénieurs, vos techniciens, vos opérateurs comprennent les apports potentiels du digital est un élément important. Et puis mettre parfois ce qu'on appelle des data translators, donc des gens qui sont capables d'avoir un pied de chaque monde dans le monde du data et du numérique, et puis qui comprennent quand même les procédés pour ne pas jouer avec les chiffres sans objectif. Le dernier élément, après, c'est de s'assurer effectivement, il y a deux derniers points sur lesquels je voudrais ajouter, c'est de s'assurer effectivement qu'on a suffisamment de données en fait, pour s'impliquer dans ce type de démarche. Donc ça veut dire identifier quelles sont les données disponibles, mais également se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir générer des jeux de données supplémentaires pour pouvoir exploiter ces données comme une source d'information pour conduire ces projets digitales. Là aussi, il peut y avoir une petite rupture de mindset, c'est-à-dire que pour beaucoup d'équipes dans les usines, on cherche généralement à avoir le moins de fluctuations possible. Dans une démarche de digital, si vous avez quelque chose qui est extrêmement plat, vous n'apprenez rien. Et donc, il faut parfois, pousser les équipes à faire un peu d'expérimentation, de déstabiliser un petit peu les procédés, parce que c'est à partir de ce type de démarche-là qu'on va apprendre davantage des possibles d'incidents. Alors, effectivement, de manière très contrôlée pour ne pas mettre à risque la sécurité qui reste un élément déterminant. Donc, et le dernier élément, c'est aussi garder en tête qu'on n'est pas sur... c'est pas quelque chose qui va être terminé en 3 mois. Il y a des résultats très concrets qui peuvent aboutir en quelques semaines. En quelques mois, vous pouvez avoir des résultats très concrets par des approches numériques. Par contre, le gros risque, c'est de se dire « tiens, c'était intéressant, c'est amusant, voilà, on trouve ça amusant ». La question, c'est comment vraiment ancrer ça dans une démarche de long terme, comment industrialiser les démarches et la capture de données pour faire en sorte que
je dirais, le coût de réalisation d'un projet de type Advanced Analytics devienne de plus en plus faible et que finalement le périmètre que l'on va pouvoir traiter soit de plus en plus large et donc vraiment se rentrer dans une démarche, je dirais, pluriannuelle sur lequel le niveau de maturité des équipes va augmenter. Très bien. Merci beaucoup Serge. Je rappelle que Accenture accompagne du coup le plan numérique de la branche et dans le cadre de ce plan numérique, ces use cases seront présentés lorsque ce sera tout fini, tout ficelé, ainsi qu'un certain nombre d'outils qui seront mis à disposition des différents entrepreneurs. Oui, donc des use cases et puis des supports de formation sur, par exemple, comment conduire une démarche d'analytics, pour prendre un exemple très concret. Ouais. Merci beaucoup Serge pour cette intervention. Et d'ailleurs, une des réponses à la transition numérique en Nouvelle-Aquitaine, où nous nous trouvons actuellement, est un programme qui est appelé Usine du futur. Et la région Nouvelle-Aquitaine est actuellement à l'événement B2B, vraiment actuellement. Et cet événement B2B s'appelle Vive Industrie, consacré à la performance industrielle. On a été les voir dans le salon, ça date d'il y a quelques heures. Je vous propose de regarder ce reportage où ce plan Usine du futur est présenté. Regardez. Le programme Usine du futur, c'est un beau projet industriel. Tout est parti d'un constat et d'un déclic. Le constat, c'est le repli industriel avec la perte de l'industrie, la perte du poids de l'industrie dans le PIB, avec la fermeture des établissements industriels, avec la perte des emplois et avec surtout la concurrence, l'emprisonnement de l'industrie française entre le low cost asiatique et entre le haut de gamme allemand. Face à cet emprisonnement, les industries françaises ont été contraintes à baisser les marges. Et qui dit baisser les marges, dit ne plus pouvoir investir. Qui dit ne plus pouvoir investir, dit ne plus pouvoir faire de productivité. Et on rentrait dans un cercle vicieux. En fait, le déclic, c'était la transformation de l'usine de Turboméca à Bordes par une coopération entre la région et Turboméca. Une usine donc, qui s'est transformée par l'automatisation, mais également par un changement de mode d'organisation. Tout a été repensé, les flux, les organisations, ce qui a permis au président Alain Rousset d'avoir l'idée de construire ce projet Usine du futur, en s'appuyant sur François Pellerin, qui était à l'époque directeur de l'usine Turboméca et directeur du projet de transformation de l'usine Turboméca, et surtout, pour en faire un projet pragmatique et terrain, de s'appuyer sur les autres PME du territoire, en particulier sur le club des ETI. Et ensemble, ils ont construit ce programme Usine du futur. Programme Usine du futur qui consiste en un diagnostic sur 3 thématiques à l'époque. Une première thématique qui est tout ce qui est organisation et management. Une deuxième thématique qui correspond à la partie technologique 4.0. Et la troisième thématique, c'est l'usine durable. Le programme Usine du futur a pour but de redonner des marges de main-d'œuvre aux entreprises pour qu'elles puissent investir. Et le deuxième objectif de ce programme Usine du futur, c'est d'accompagner, de soutenir l'entreprise dans sa modernisation pour en faire une usine numérisée, connectée, qui répondra mieux aux attentes des clients, qui sont aussi bien au niveau des délais qu'au niveau de la personnalisation, qu'au niveau des petites séries. Et ainsi devenir des entreprises plus agiles, plus souples, plus humaines, plus durables, plus compétitives. Alors le bilan du programme à ce jour, donc on a 600 entreprises qui ont intégré le programme Usine du futur, donc des entreprises toutes filières confondues sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Sur ces 600 entreprises, il y en a 550 qui ont été aujourd'hui diagnostiquées. Et on en a 360 qui ont commencé à se transformer, à lancer des plans d'action et qu'on accompagne au niveau de la région à travers des aides. À ce jour, les projets de transformation sur l'ensemble des entreprises qui ont initié leur plan d'action représentent 500 millions de coûts de projet et la région a financé à hauteur de 120 millions. Avec ces 600 entreprises, nous sommes arrivés à la fin du programme actuel, à la fin du marché. Mais on n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin.
Et on a l'ambition de continuer, même de renforcer cette dynamique. En septembre 2018, le Premier ministre Édouard Philippe a communiqué sur le fait que le gouvernement avait l'ambition d'accélérer la transformation des entreprises industrielles au niveau national. Et qu'à ce titre, il demandait, en collaboration avec les régions, d'accompagner 10 000 entreprises supplémentaires sur le territoire. 10 000 entreprises sur le territoire national, ça fait 900 entreprises au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est ambitieux, mais nous avons relevé le défi. Nous sommes d'ailleurs en train de travailler sur la mise en place de ce nouveau programme, suite du programme Usines du futur, pour accompagner, diagnostiquer 900 entreprises supplémentaires d'ici 2022. Donc les entreprises éligibles sont les PME de plus de 10 salariés, ainsi que les entreprises de taille intermédiaire jusqu'à 5000 salariés implantées sur la Nouvelle-Aquitaine avec une activité industrielle. Et c'est les entreprises aussi qui ont des problématiques sur 4 axes, les nouvelles technologies, l'organisation et le management, la transformation numérique et un enjeu sur l'environnement. Donc on est sur une deuxième phase du programme Usines du futur en région. Les entreprises intéressées peuvent candidater jusqu'au 30 avril 2020. C'est la date de clôture de l'appel à manifestation d'intérêt lancé par la région sur la nouvelle vague du programme Usines du futur. Il y aura une nouvelle vague en fin d'année 2020 pour celles qui sont de nouveau intéressées. Une feuille de route pour les chefs d'entreprise et pour la région, en fait, une vision sur des nouveaux besoins ou des besoins particuliers qui vont nous permettre d'adapter des dispositifs actuels ou voire d'en créer d'autres, comme des parcours. Et l'avantage aussi, c'est de créer un écosystème autour des chefs d'entreprise, les mettre en réseau, les mettre en relation. Et nous avons monté des différents clubs Usines du futur sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, sur des formats très différents. Et cette mise en relation, ces échanges sont très demandés et très appréciés par les dirigeants. Le panorama du programme Usines du futur, en fait, nous a permis de nous mettre au niveau finalement des attentes des dirigeants, des problématiques que rencontrent les dirigeants d'entreprise. Et donc le panorama nous a permis, suite à cela, de construire finalement les accompagnements qui correspondent à ces attentes-là. Alors en termes d'accompagnement, par exemple, nous avons pu constater que les dirigeants étaient souvent soumis à un mode pompier, donc d'aider, de former, d'aider le management intermédiaire, par exemple, à se sortir de ce mode pompier. Ça a été un premier point. Deuxième point, on s'est rendu compte également que sur l'optimisation des flux, les entreprises pouvaient gagner nettement en compétitivité en gérant mieux leurs flux et donc en ayant des programmes, des formations qui leur permettent effectivement d'améliorer ces flux-là, ou alors tout simplement de les aider à investir sur des capacités de production nouvelles. Troisième point également, ça nous a permis d'identifier des technologies de production qui seront des véritables leviers de compétitivité et d'inspiration 4.0. Le diagnostic sera toujours gratuit pour les entreprises, donc pris en charge par la région et l'État, avec des diagnostics renforcés, plus de diagnostics sur la Nouvelle-Aquitaine. Alors, les différences avec le marché actuel vont porter non plus sur 3 piliers, mais sur 4 piliers. Le premier pilier va être, et c'est une nouveauté, va être le pilier associé à la stratégie numérique d'entreprise. Pour cela, en gros, cela signifie qu'on va chercher à évaluer la maturité, la compréhension du dirigeant par rapport à sa stratégie numérique et voir dans quelle mesure celle-ci peut compléter la stratégie industrielle globale de l'entreprise. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on va de nouveau reconduire, dans un mode un petit peu plus élargi, les problématiques autour de la compétitivité et donc de la performance industrielle de l'entreprise. Donc à savoir évaluer ce qui relève de la non-qualité, évaluer également ce qui relève de la valeur ajoutée et de la non-valeur ajoutée, la mise en flux. Troisième point, on va s'intéresser donc de façon plus large, cette fois-ci, aux différentes technologies d'inspiration 4.0, industrie 4.0, qui vont permettre à l'entreprise d'être plus compétitive à l'avenir. Donc cette fois-ci, on va faire véritablement un 360 degrés, chose qu'on ne faisait pas précédemment. Et donc, on va s'intéresser à un quatrième sujet, qui est l'usine durable, durant lequel on va chercher à évaluer finalement la consommation de matières premières et voir dans quelle mesure celle-ci peut être optimisée pour contrôler tout simplement le coût de production unitaire ou global de l'entreprise considérée. 4 piliers
au lieu de 3 précédemment. Il va y avoir différents temps de diag qui seront calibrés en fonction de la taille des entreprises, mais aussi de leurs besoins exprimés dans leur stratégie. Nous sommes sur des formats donc, de 5 jours temps homme minimum, maximum 8 jours. Un autre point très important va être des préconisations systémiques, c'est-à-dire notamment sur la thématique numérique, une transversalité vers d'autres thématiques comme l'humain ou l'environnement par exemple. J'espère qu'on vous a donné envie de nous rejoindre pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement et pouvoir vous transformer et améliorer votre compétitivité. Voilà pour ce reportage réalisé il y a quelques heures vraiment au salon Vive Industrie où le plan Usine du Futur a été présenté. C'est le dispositif régional et on va continuer avec la deuxième partie de cette émission où le dispositif national va vous être présenté. C'est la deuxième partie, ça s'appelle Digital First Step.